Christian, c'est dans notre ADN dans cette émission de commencer par des informations particulières. Alors, pour moi, ce matin, ma première loupe nous envoie à l'Abbé où le directeur préfectoral de la santé, Dr Sekou Sila, a été entendu hier par la brigade de recherche de la gendarmerie de l'Abbé. Et selon beaucoup d'observateurs, cette rencontre a eu lieu pour l'écouter autour des circonstances de mort suspecte d'un lycéen du nom de Alpha Boubacar Diallo. Ce lycéen devrait se rendre au Sénégal pour les vacances et il était obligé de prendre le vaccin Covid et c'est après qu'on lui ait inoculé le vaccin qu'il est mort. Donc le préfet a d'ailleurs suspendu de ses fonctions le DPS depuis le mois de juin et hier il a été entendu par la brigade de recherche de l'Abbé, de la gendarmerie de l'Abbé autour de cette question. Je pense que à suivre cette actualité, on se pose la question, vous vous souvenez de la réticence de certains citoyens autour de la prise de ce vaccin contre la Covid, qu'on a constaté durant un bon moment dans notre pays. Alors, est-ce que la mort de ce jeune-là est vraiment due au vaccin Covid qu'on lui a inoculé dans le corps ou autre chose? On attend encore de savoir davantage les jours à venir. Deuxième loupe, nous revenons à Conakry. Ouais. On va à Samatra, c'est dans la haute banlieue. Ça c'est vers la Casse, derrière la Casse. Ouais. Effectivement. Et d'ailleurs on fait un coucou à nos auditeurs de la Casse qui sont extrêmement fidèles, qui envoient effectivement des messages chaque matin. Merci de nous suivre surtout. Voilà. Alors à la Casse, à Samatra, il y a 2 semaines que ce quartier vit dans le noir. Donc il n'y a pas d'électricité. Et c'est un des nouveaux quartiers qui connaissent une grande agglomération aujourd'hui. Et on constate qu'il y a une surcharge de ce côté. Donc les transformateurs qui sont installés n'ont pas longue vie. Donc il y a 2 semaines, le quartier n'a pas d'électricité. Et malheureusement, ce qui est malheureux à signaler dans cette affaire-là est que jusqu'ici, l'agence DDG de Kountia qui couvre cette zone-là ne s'est pas encore bougé jusqu'ici. Et pour avoir de l'électricité, de la lumière dans le quartier ces derniers jours, il faut être nanti. Donc il est temps que l'EDG se réveille, que l'État se bouge, puisque quand la population vit dans le noir, je pense que ça compromet un peu la sécurité des personnes de leurs biens. Troisième et dernière loupe, je veux faire qu'on fasse une revue sur l'évaluation de nos ministres, cette évaluation à mi-parcours. Il faut rappeler qu'au cours de cette évaluation, il y a 10 critères qui sont retenus, notamment il faut citer le taux de décaissement des budgets des projets et programmes, le respect des lettres de mission des ministères, la mobilisation des revenus fiscaux et non fiscaux, la mise en place d'outils de bonne gouvernance, un élément qui a beaucoup attiré mon attention, parce que qui parle de bonne gouvernance dit également lutte contre la corruption. Et voilà. Et avec le rapport de l'IGE, je me suis posé la question, est-ce que vraiment il y a un parallèle qui va être établi entre ce rapport-là qui a mis également à nu le fonctionnement de nos institutions républicaines, de nos ministères par endroit. Alors, le Premier ministre avait évoqué un peu cette permutation entre responsables au sein des institutions de l'État. Et si, par exemple, il y a des éléments après cette évaluation qui peuvent être tolérés. Mais moi, je pense que, par contre, il y a d'autres éléments qui ne peuvent pas être tolérés, notamment quand on prend la question des corruptions. Je pense qu'après cette évaluation-là, tous les ministres, tous les départements dans lesquels on découvrira des infractions vraiment graves, je pense que ces derniers devront répondre de leurs actes. Voilà, entre autres. Des infractions graves, ils répondront de leurs actes. Nous espérons fortement que le quartier Samatra, qui est bien sûr un nouveau quartier, puisse aussi bénéficier de la régularité du courant à cause du taux élevé du banditisme et de l'insécurité en République de Guinée. En tout cas, un coucou vers nos frères de Samatra. Bon courage à vous, parce que sans électricité actuellement, c'est extrêmement compliqué. Gianni, on est avec vous. Bonjour Christian, bonjour à nos millions d'auditeurs. Et la première loupe nous envoie aujourd'hui du côté de Mogadiscio, où il y a eu un attentat suicide dans un camp militaire. Et le kamikaze s'est introduit dans ces camps et a ouvert sa veste et dégagé la bombe, dégoupillé la bombe qui était.
et a donné la mort à plus d'une vingtaine de soldats qui étaient venus dans le cadre du renforcement de leurs capacités, donc en stage opérationnel. D'après certaines autorités, il y aurait eu plus de 27 morts, mais les responsables militaires ont fait cas de 20 morts de ce côté. Mogadiscio, c'est où? Oui, Mogadiscio, c'est la capitale. Ils ne connaissent pas. Oui, absolument. Voilà. La précision, elle est importante. Mogadiscio, c'est la capitale de la Somalie. Vous savez que cet État est aujourd'hui plongé depuis des décennies déjà dans une crise donc des terroristes. Et il y a plusieurs forces multidimensionnelles qui opèrent dans ce côté, mais les Chebab affiliés donc, au groupe terroriste Al-Qaïda restent puissants et dominants sur l'importante partie donc, du territoire de ce côté. Il y a quand même une régularité de frappe. Pas Mogadiscio, mais Mogadiscio. Voilà. Okay. Merci pour la précision. C'est pourquoi j'ai demandé Mogadiscio, c'est où? Parce qu'en fin de compte, les auditeurs. Mais sacré Odilon, qu'est-ce que tu racontes ce matin? Non, pas du tout. D'accord. Toujours à l'international, nous allons nous transporter du côté de Paris, où l'État du Sénégal a été condamné par la Cour de cassation. Effectivement. Ah oui, a versé donc une indemnité de 256,8 millions d'euros à Bibo Bourgi. Bibo Bourgi, vous savez, qu'il était le co-accusé de Karim Wade, qui a été jugé en 2015 par la CREI, qui vient d'être dissoute par le gouvernement à travers l'adoption d'une loi la semaine dernière. Alors en 2015, après sa condamnation, Bibo Bourgi avait intenté donc des procédures contre l'État du Sénégal, qui l'avait spolié donc de ses biens et avoirs, et devant la commission des droits du commerce international des Nations Unies, qui avait arbitré à l'époque également aussi en sa faveur. Et en 2021, la Cour, devant toujours les juridictions françaises, la Cour d'appel de Paris avait condamné l'État du Sénégal à verser 256 millions au titre de dommages et intérêts à Bibo Bourgi. Une décision qui a été également confirmée par la Cour de cassation plus tard hier. Et l'avocate de Bibo s'est réjouie de cette décision. Pour le moment, l'État du Sénégal, les avocats du Sénégal s'abstiennent de tout commentaire, y compris son co-accusé Karim Wade. En tout cas, le Sénégal est en train de rentrer dans des déboires avec la France. Récemment, c'était un communiqué, je crois, du ministère qui interdisait évidemment France 24 de revenir sur des publications effectuées par ce média ou sur les ondes de ce média. Et donc, aujourd'hui, on voit effectivement cette sanction qui revient. Quand même, il y a beaucoup de questions. Et on parlera certainement du sommet Afrique-Russie, où le Sénégal est quand même invité. Ah oui, tout à fait. Mais on parlera de ça. Pour ça, le Sénégal est resté pendant beaucoup de temps le siège pour nous dire que la maison mère de la France en Afrique. Ah oui, bien entendu. Ouais. C'est connu comme étant l'État le plus allié donc, en Afrique. À la France, ouais. Et la troisième loupe, nous allons venir cette fois-ci en République de Guinée, et précisément dans la préfecture de Sigiri et la sous-préfecture de Kentina, où il y a eu une grande pluie qui s'est abattue sur cette zone avant-hier et qui a fait beaucoup de dégâts, et beaucoup de dégâts à l'issue après lequel d'ailleurs il y a eu un éboulement qui a causé un éboulement donc de ce côté, ayant donné la mort à plus de 7 personnes, a rapporté Guinée News. Ouais. Donc 7 personnes du côté de Sigiri. Oui. On parlera forcément de cette situation, mais sur une thématique bien donnée. Emmanuel, oui. Je ne sens pas la forme, mais je crois que ça va se maintenir, quoi. Ouais, et il y a la fraîcheur en ce moment qui bat son plein, et mon état de santé, voilà quoi. Mais c'est pas grave, on n'est pas gelé. Yo, est-ce qu'on a le choix? Il faut se réveiller pour les auditeurs, on fait comment? Oui, en fait on est debout, mais là il y a un rhume terrible qui m'empêche de bien respirer, et la climatisation ça ne le fait pas du tout. De toute façon, je vais demander à la technique de nous couper la climatisation, parce que je veux un Emmanuel libre ce matin. On n'est pas habitué. À Guékédou, tu as cru quoi? Moi, Et moi on va avec toi avec ta loupe du jour. Tes loupes du jour. La première loupe déjà, c'est rappeler que nos champions de basket, les U16, ont été reçus hier à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Bessia. Donc ils ont atterri sur le territoire national avec le trophée, et il y avait même une délégation du ministère où le ministre même était à l'aéroport pour les recevoir, parce que ce sont des champions, ils méritaient quand même cet accueil, même s'ils sont arrivés tard la nuit.
il fallait leur réserver un accueil digne de nom parce qu'ils ont représenté valablement et dignement la patrie. Donc il fallait que je fasse ce petit coucou à ces champions qui ont atterri sur le sol guinéen. Ils vont certainement sans doute rencontrer les autorités de la transition, le président certainement, parce qu'ils ont quand même ramené le trophée et ils ont eu un beau parcours. Après ça, il y a une autre loupe, on parle d'insalubrité du côté des plages de la République de Guinée en ce moment, précisément sur le Grand Conakry, Takonko et les autres plages de la place. Malheureusement, on constate qu'avec la saison des pluies, ça ne s'améliore pas parce qu'aujourd'hui, les gens ont pris la tendance de jeter les ordures à la mer et la mer renvoie toujours ce qu'on lui met à l'eau. Donc aujourd'hui, ces plages sont dans un état de délabrement très avancé. Nous sommes en saison des pluies, il faut le savoir, et les riverains n'aident pas à régler la situation. Je rappelais hier le cas du lac de Sonfonia, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, le lac de Sonfonia qui est inondé par les ordures et encore aujourd'hui ce sont les plages. Et il faut s'y rendre pour se rendre compte qu'aujourd'hui on ne peut même pas faire d'activité sur ces plages-là parce qu'il n'y a plus de sable, il y a plus des ordures que du sable. Donc si vous voulez faire une sortie à la plage, vous allez vous prendre des ordures. Il y a et surtout offrir cette priorité à la plage de Camayen qui reste quand même une plage entretenue, à la différence des autres plages. Pourtant, on devrait quand même diversifier les actions de l'État pour permettre aux gens de profiter au maximum de toutes ces plages. En fait. Oui, je pense qu'il y avait un plan d'aménagement prévu pour ces différentes plages et je crois qu'ils vont amorcer l'étape des autres plages parce que côté Camayen, tu fais bien de le souligner, il y a même des infrastructures branding Guinée qui ont poussé du sol déjà de ce côté parce que j'y étais juste la semaine passée, le week-end. Donc il y a déjà une infrastructure qui a poussé. Il ne faut pas se limiter à Camayen. Il y en a même qui avaient critiqué le choix. On s'est dit que c'est plus parce que c'est dans un quartier nanti. Qu'est-ce qu'on fait des bas quartiers? Il y a la plage de Bénarès à côté, Takonko, on aurait pu améliorer ces plages quand même au lieu de créer effectivement il y a d'autres plages, mais après le plus repousser important, la mer aussi parce qu'il y a cet aspect-là. Tant que c'est sur le territoire national, tant que c'est sur le territoire guinéen, moi ça ne me dérange pas, où que ce soit. Il n'y a pas à rentrer dans ces considérations-là, mais comme tu l'as dit, il faudrait vraiment qu'on déploie aussi le même dispositif pour les autres plages, parce que les lieux de loisirs, on sait tous que la banlieue aussi en a vraiment besoin. C'est très sollicité du côté de la banlieue. Vu la concentration des populations, le nombre de personnes qui fréquentent ces lieux, c'est pas évident pour tout le monde d'aller se retrouver à Camayen. Donc il y a cet aspect à souligner. Surtout lorsqu'on a comme politique de décongestionner un peu la ville, c'est mieux de se rabattre, parce que là, la plage de Camayen, presque à Conakry, tous les gens que vous connaissez des banlieues ou autres, ils vont tous vers Camayen, et donc on ne contribue pas à décongestionner, mais tout compte fait, je crois que l'Office va certainement travailler sur ces éléments pour nous produire d'autres plages. On poursuit avec la seconde loupe. Oui, la seconde loupe, c'est un effondrement d'immeubles du côté du Cameroun, à Douala, où un immeuble s'est effondré, un immeuble d'habitation qui avait 40 personnes environ, avec une quarantaine de personnes à l'intérieur. Et donc l'immeuble s'est effondré, il y a eu 33 morts et il y a encore des victimes qu'on recherche. Et la ministre même du développement du côté du Cameroun, du développement urbain, a rappelé que l'immeuble en question n'avait pas de permis de construire. On se demande comment ça se fait, c'est devenu coutume dans nos États africains. On aurait bien envie de voir ces images-là. On se rappelle du côté de la Guinée, l'effondrement qu'il y avait eu, et c'est devenu coutume aujourd'hui dans nos États d'avoir des maisons qui se construisent sans permis de construire. On parle quand même d'un immeuble, on ne peut pas faire pousser un immeuble et qu'il n'y ait pas de permis de construire en ce moment. Et donc c'est quand même aberrant qu'il n'y ait pas de permis de construire pour cet immeuble. On espère de tout cœur que les autorités mettront en lumière tout ce qu'il faut et aussi surtout vont poursuivre celui qui a construit cet immeuble et la personne qui le possède, parce qu'on ne peut pas construire un immeuble sans qu'on ait possession d'un titre de construction de cet immeuble-là. Ouais. Donc du côté du Cameroun, nos condoléances les plus attestées à ce peuple-là. Et aussi une autre loupe, c'est le retour des États-Unis à l'UNESCO, oui, parce que les États-Unis avaient connu un retrait de 5 ans, on se rappelle, sous le mandat de Donald Trump, qui s'était retiré de l'organisation. Mais Jill Biden, la femme de Joe Biden, a eu le mardi à monter les couleurs du drapeau américain au siège de l'UNESCO pour rappeler ainsi le retour en force, le retour en force des États-Unis. On se rappelle que c'est les États-Unis qui finançaient en grande majorité les actions de l'UNESCO, et le fait de ce retrait, ça avait impacté l'organisation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, même sur le plan
national. L'UNESCO n'avait pas trop d'actions qui se posaient même Ouais. sur le territoire guinéen, quand on sait qu'autrefois, il y avait cela. C'est déjà l'Organisation des Nations Unies pour tout ce qui est culture, éducation. Donc aujourd'hui, le retour des États-Unis, c'est comme une lueur d'espoir pour cette organisation, parce que quand on parle des États-Unis, on parle forcément de poids financier, et les États-Unis ont certainement un poids à mettre pour le développement de cette organisation. On espère fortement. Alors, Alpha, bonjour. Bonjour à tous. Donc, nous continuons avec vous rapidement sur votre loupe du jour. Certainement, vous avez entendu ce qui s'est passé du côté de Sigiri, Kintignan. On parle de 2 morts. C'est une série d'éboulements qui s'est produit hier. Il y a eu 2 morts. La veille d'hier, il y avait déjà 7, c'est Il y ça? avait 7, oui. Il y avait 7. Plus tard. Aujourd'hui, il y a 2 de plus aussi. 2 de plus D'accord. et plusieurs morts. Et la première victime s'appelle Christine Kamano. Elle est âgée de 20 ans et la deuxième victime s'appelle Alpha Oumar Diallo, bien sûr Alpha Oumar Diallo, originaire de Dingirawi. La première victime, elle est originaire de Kissidougou, donc ce qui relance une fois encore les séries d'éboulements au niveau de nos mines d'or, surtout du côté de Sigiri. Dans un passé récent, ou bien en tout cas il y a de cela 3 ou 4 ans, on se rappelle, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, à l'occurrence M. Bourema Condé, avait interdit l'extraction, en tout cas, ou bien, de l'or au niveau de Sigiri, clandestine, surtout pendant cette période hivernale, pendant les mois de juillet et août. Donc, je pense que c'était une très bonne mesure, malgré que cette mesure n'était pas du tout favorable. Les orpailleurs n'étaient pas favorables à cette décision. Je pense que c'est le bon moment que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, M. Mori Condé, essaye de voir vraiment comment réglementer en commun accord avec le ministère des Mines. Le ministre de Mines, Moussa Magasuba, on ne sait pas, à chaque fois on entend des séries d'éboulements, mais aucune mesure prise, pas même des condoléances présentées aux différentes familles des victimes. Je pense que le ministère des Mines ou bien le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation doivent prendre des mesures pour nous éviter ces séries de morts. Parce qu'il faut protéger quand même la population. Je suis totalement d'accord avec vous, Alpha. C'est le bon moment. Et je ne sais pas si vous avez suivi cette information aussi. Le FNDC, le Front National pour la Défense et de la Constitution, a envoyé une mission séjourne en ce moment aux États-Unis d'Amérique, surtout pour rencontrer quelques membres ou bien des membres des Nations Unies. Fonike Mwenge, et vous savez, c'est lui le coordinateur général du Front National pour la Défense de la Constitution, une organisation de la société civile dissoute par les autorités guinéennes, le CNRD. Mais qu'à cela ne tienne, Fonike Mwenge et le chargé d'affaires ou bien des antennes Biloba séjourne en ce moment aux États-Unis ils ont rencontré le chargé de la division des affaires politiques africaines, Jacqueline Sek, pour parler de la situation sociopolitique en République de Guinée. En République de Guinée, parler en tout cas de la paix, de la prévention des conflits, ainsi de suite. Ce qui rime, certainement, il y a certains qui disent que c'est pourquoi les autorités guinéennes n'acceptent pas ce que les acteurs sociopolitiques quittent le pays pour aller à l'international, parce qu'on sait que si ces acteurs sociopolitiques quittent le pays pour aller à l'étranger, certainement c'est pour faire des lobbies, c'est pour faire une offensive diplomatique, et ça peut créer des soucis très certainement au CNRD, aux autorités de la transition. Moi je pense que
je ne vois pas comme ça les choses. La Guinée, nous ne sommes pas à part entière, nous sommes sur cette planète Terre, il y a l'Internet, il y a beaucoup de choses, de tout ce qui se passe ici, qu'on laisse les leaders politiques ou acteurs de la société civile sortir. Moi, je pense que ce n'est pas ce qui va envenimer les choses, ce n'est pas ce qui va compliquer la tâche aux autorités de la transition. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, ici même, est connu de l'autre côté. Tout à l'heure, je rappelais qu'il y a eu une série d'éboulements à Sigiri, mais on ne vit pas à Sigiri, mais on est au courant d'ailleurs de ce qui s'est passé là-bas. Donc c'est quand même tout proche, parce que le monde est devenu un village planétaire. On le rappelle récurremment d'ailleurs. Effectivement, peut-être ma troisième loupe, c'est ce qui la sentence rendue hier au tribunal de première instance de Mafanko dans l'affaire Hakuna Matata, l'orphelinat. Vous avez entendu ce qui s'est passé là-bas. On parlait de viol, de harcèlement sexuel au sein de cet orphelinat. De la part du propriétaire, du mari du propriétaire. De la propriétaire de cet orphelinat. Donc la sentence est tombée hier au tribunal de première instance de Mafanko. Le présumé, il n'est plus, en tout cas l'accusé, a été condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme et avec une amende de 2 millions de francs guinéens et surtout au compte des dommages et intérêts, une somme, il a été condamné au paiement de 100 millions de francs guinéens. La partie civile n'est pas d'accord, la partie civile pense que la décision est très minime, donc elle entend interjecter appel du côté de la partie du côté de la défense. L'avocat de la défense s'est réjoui de la décision. Il dit que peut-être l'avocat, il va interjecter lui aussi appel pour voir, parce que les 100 millions sont trop pour son client. Mais ce qui reste clair, l'avocat a signalé que son client, celui qui était détenu, celui qui était accusé, avait déjà fini de purger la peine. Si la décision reste telle, ce qui veut dire le présumé, je ne sais pas, en tout cas il est condamné. Il n'est plus accusé, il est condamné. Souvent porté des gants, il sera libéré le 31 juillet de cette année. Donc il ne lui Juste une précision, c'est les faits de harcèlement qui ont été retenus contre lui. On a enlevé les charges pour viol. Donc c'est ce qui a ramené la peine à 2 ans. Effectivement. Nous marquons une courte pause et revenons juste après pour la suite de cette émission. On n'est pas gelé. Restez à notre compagnie. On se reprend dans 1 minute. Bon retour à vous, chers auditeurs et téléspectateurs. Vous êtes dans votre émission On n'est pas gelé, une émission qui commence à partir de 5h30 jusqu'au bord de 8h00. Nous sommes à votre compagnie. Rassurez-vous que vous êtes dans la bonne émission et sur le bon plateau devant le meilleur écran. C'est bien sûr l'émission On n'est pas gelé avec des polémistes qui passent sur Goma TV, le média le plus proche de vous. Emmanuel, nous parlons rapidement de 2 loupes qui quand même ne va pas échapper à notre vigilance. C'est Washington qui décide de sanctionner des responsables maliens. Oui, les autorités américaines ont décidé de sanctionner quelques responsables maliens. Il s'agit de 3 hauts cadres de l'armée malienne. Il faut rappeler que le premier, c'est d'ailleurs le ministre de la Défense. Et il s'agit au cours de ces dernières années déjà, on sait qu'il y a des tensions entre les États-Unis et la Russie. Et tout tourne autour du dossier Wagner. On sait tous que la milice Wagner exerce en ce moment au Mali. Et on accuse le ministre de la Défense du Mali d'avoir facilité l'installation de la milice Wagner. Et on sait que cette milice est souvent indexée et pointée du doigt pour certaines exactions et crimes de guerre. Donc aujourd'hui, les autorités américaines, on sait aussi de l'autre côté de la Russie, c'est la même milice Wagner auprès de l'armée qui se bat
en Ukraine, une milice même qui avait finalement eu des problèmes avec Vladimir Poutine et à travers son chef Prigojine. Donc aujourd'hui, les autorités de Washington ont décidé de geler les avoirs de quelques responsables du gouvernement malien, le ministre de la Défense et les 2 autres cadres de l'armée de l'air. Et aussi, au-delà du gel des avoirs, il leur est interdit de faire des transactions avec n'importe quelle autre entreprise américaine. Donc ils sont persona non grata du côté des États-Unis d'Amérique. Il s'agit du colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense, ainsi que le colonel Aloubwa Diarra et le lieutenant-colonel Adama Bagayoko. Donc ce sont ces personnalités qui sont pointées du doigt dans l'affaire. Et aujourd'hui, les États-Unis ont décidé de les sanctionner, geler leurs avoirs, mais seulement du côté américain. Et leur contrat avec les entreprises américaines, on sait tous que leurs avoirs ne se limitent pas aux États-Unis. Ce sont souvent des personnalités qui ont des avoirs un peu partout dans le monde. Alors, il faut aussi rappeler que la Guinée continue à faire des exploits dans le monde du sport. Cette fois-ci, ce n'est pas le sport à la Fédération guinéenne de football, mais au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, où quand même la Guinée se qualifie pour les quarts de finale dans une compétition mondiale. Oui, c'est le championnat mondial de football scolaire. C'est dans les établissements, on sait tous qu'il y a eu la relance du football scolaire dans les établissements. On en parlait hier, on disait qu'il fallait une véritable stratégie pour le football, que c'était pas seulement en faisant des autres compétitions, mais c'est d'abord le football se construit à la base avec les jeunes. Et donc c'est cette vision-là d'ailleurs qui a animé le ministère de l'enseignement préuniversitaire à organiser ces compétitions d'abord dans la semaine du mérite scolaire, compétitions durant lesquelles certaines équipes se sont distinguées et ont pu se hisser au sommet, d'où la participation de la Guinée même à la compétition du championnat de football scolaire. Et il faut rappeler que la Guinée a des résultats encourageants. En 4 matchs, ils ont fait 3 victoires et seulement un match nul. Le match nul, c'était 2-2 contre l'Arabie Saoudite. Ils ont battu le Brésil 2-0 et le Mexique 5-0. Donc ça prouve à suffisance que la Guinée aujourd'hui est en train de se positionner bonnement. Ils avaient aussi d'autres matchs qu'ils ont menés en série filles. Il faut se rappeler qu'au total, la Guinée a 7 points du côté de la série filles. Guinée-Ukraine, la Guinée a gagné 1-0. Guinée-France, la Guinée a perdu 1-0. Guinée-Burkina, la Guinée a gagné 2-1. Et Guinée-Chine, 0-0. Donc la Guinée est en passe de se qualifier. Donc on espère qu'ils vont nous ramener la coupe, pourquoi pas, comme les autres compétitions. Certainement, ça va donner un coup à notre ministère des Sports pour se bouger encore plus. En tout cas, le ciel est en train de briller sur la Guinée. Et nous brillons avec parce que le sourire se fait ressentir sur nos visages. Ce qui va nous amener à discuter des questions d'actualité, mais surtout des sujets préoccupants de société. Ce qu'il faut rappeler, c'est que récemment, dans un passé récent, on a quand même assisté à la convocation des anciens ministres de la République au niveau de la CREIEF, notamment l'ancien ministre de la Défense, Yané. Avec un processus d'évolution, aujourd'hui, la Cour suprême se fend d'une décision qui demande de relâcher purement et simplement Yané. Mais malheureusement, le procureur spécial près de la Cour de répression des infractions d'enrichissement illicite de la République de Guinée s'impose et s'oppose à cette décision. La véritable question que nous nous posons dans cette émission, affaire Dr Yané, est-ce que nous allons vers un bras de fer entre la Cour suprême et le procureur spécial, Ali Touré? C'est une question que nous posons. Nous espérons fortement avoir des éléments de réponse dans la troisième partie de cette émission avec l'avocat, maître Pépé Antoine Lama, qui va se joindre à nous pour parler et discuter de ces questions. La seconde problématique, qui reste une problématique majeure, c'est la question de l'hygiène, la santé et la sécurité dans le monde du travail en République de Guinée. Et on le constate quand même à travers les réalisations, on le constate surtout à travers le travail réalisé par des entreprises, que la question de l'hygiène, la propriété, la santé, la question de prise en charge bien sûr, mais surtout la sécurité reste un problème. Des éboulements de partout sur les mines d'or de Sigiri. Dans les entreprises de travail, récemment c'était l'éboulement de l'immeuble. La véritable question reste sur contenu dans ce processus. On va parler de cela parce qu'il y a beaucoup d'entreprises en Guinée qui n'ont pas quand même des responsables chargés de l'hygiène, de la santé et de la sécurité. C'est un problème pour la société. Le second sujet, c'est bien sûr, est-ce que l'Afrique de l'Ouest, dans sa généralité, est en train de se tourner vers la Russie? La France est-il en train de perdre effectivement la main? Nous parlons quand même du sommet Russie-Afrique, ou une invitation adressée à certains États de l'Afrique, mais pas à notre État, la République de Guinée. Pourquoi la Guinée n'a pas été invitée?
une véritable interrogation. Est-ce que c'est la proximité de l'autorité guinéenne par rapport avec la France, ou je ne sais pas, mais on aura l'opportunité de vous le décrire avec les polémistes.